Professeur Francis Vaudier, enseignant, ancien président du Conseil constitutionnel, homme politique ivoirien, il est décédé le 3 juillet dernier. Devisoyo. 1936-2023, 87 années de combat, meublés de défaites et de victoires, vécues par Francis Vaudier. Une vie de bons et de loyaux services à l'État de Côte d'Ivoire. Le professeur Francis Romain Vanga Vaudier s'est fait remarquer par la maîtrise et la lecture du droit. Titulaire d'une double agrégation de droit public et sciences politiques, le professeur Vaudier a commencé à enseigner le droit en 1966 et est devenu le premier doyen de la faculté de droit à l'Université nationale de Cocody en 1973. Membre fondateur de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, Francis Vaudier a été aussi une figure emblématique du paysage politique ivoirien. Fondateur du Parti ivoirien des travailleurs PIT en 1990, il sera par la suite élu député de Cocody. En 1995, alors que les autres partis de l'opposition boycottent l'élection présidentielle, Francis Vaudier est le seul candidat contre Henri Konan Bédié. Élection qu'il perdra ainsi que son siège de député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. De 1998 à 1999, il sera nommé ministre de l'enseignement supérieur dans le gouvernement de Daniel Grablan-Duncan. Après 1995, Francis Vaudier participe aux élections présidentielles de 2000 et de 2010. En 2011, il occupe le fauteuil de président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire avant de démissionner 4 ans plus tard. Depuis quelques années, l'éminent professeur de droit était de moins en moins bavard en raison de problèmes de santé qui l'emportent le 3 juillet 2023. Adieu, éminent professeur. Adieu, Francis Romain Vanga Vaudier. Alors, messieurs, c'est vraiment utile de revenir sur le parcours de cette personnalité que la Côte d'Ivoire a perdue le 3 juillet dernier. Que retenir l'enseigné Bakayoko de l'homme? Voilà, je retiens que Francis Vaudier a marqué son temps. Il aura été l'un des intellectuels les plus aboutis, les plus achevés que la Côte d'Ivoire a connu. Et il a été un érudit du droit. Il a influencé beaucoup de personnes qui se sont orientées vers le droit. Le droit n'avait aucun secret pour lui. Malheureusement, son succès dans la profession n'a pas été à la hauteur de son succès politique. On en reparlera tout à l'heure. On en reparlera, mais je pense que la Côte d'Ivoire perd l'un de ses fils les plus prestigieux, les plus honorables, et il n'aura pas vécu inutilement puisqu'il a laissé un héritage qui est correctement assumé aujourd'hui. Valentin Mougen. Oui, je pense qu'il y a eu quand même une série d'hommages en provenance de toutes les formations politiques, en provenance également des milieux universitaires, associatifs. Autant d'hommages pour pouvoir montrer toute la complexité, la grandeur de l'homme. C'était un homme grand, l'enseignant l'a dit tout à l'heure, à la fois grand érudit du droit. J'ai eu le privilège de l'avoir comme enseignant dans la première partie de mes études universitaires, qui étaient des études de droit. J'ai eu le privilège de l'avoir comme enseignant, et figurez-vous que l'un de ses disciples émérites, qui fut également ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, était présent. Il prenait des cours comme nous parce que c'était une bibliothèque, c'était un homme au savoir inépuisable qui était capable de vous montrer que tout ce que vous aviez fait jusqu'alors ne rimait à rien et que vous deviez tout reprendre. Alors, c'était une grande figure intellectuelle. On s'incline donc déjà devant la mémoire de l'homme qui part. C'était une grande figure intellectuelle, incontournable dans le domaine juridique, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans l'ensemble, on va dire, de l'Afrique francophone subsaharienne. Et également, ça a été une grande personnalité politique. Et avant tout ça, c'est quand même un grand personnage clé dans les luttes syndicales dans les années 70, 60, 70
dans les luttes syndicales et dans les luttes pour le respect des droits de l'homme à travers des organisations dont il a été cofondateur, comme la Ligue internationale, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, la LIDO, et Amnesty International, dont il a été le représentant ces années-là. Donc, je pense que c'est vraiment un homme multidimensionnel qui a eu une longue carrière avec beaucoup d'embûches et qui a toujours su préserver sa qualité première, celle d'un intellectuel avec un sens élevé de la dignité et de la probité. Mathieu Blesson. Oui, le dernier mot que Valentin a dit, peut-être sur ça que je vais insister, il a un sens élevé de sa dignité. Vaudier fait partie des premiers étudiants, peut-être même, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, qui ont été expulsés de France pour activisme politique. Et à cette époque, quand même, nous sommes dans les années 60, quand on t'expulse de France d'étudiants, que tu arrives en Côte d'Ivoire, ce n'est pas très sûr que tu sois très bien accueilli. Et il est resté, il est reparti en exil en Algérie où il a fait son agrégation. Il est revenu en Côte d'Ivoire, on dit on ne reconnaît pas, il est reparti en France. Mais il est resté toujours un peu cet homme de gauche, cet homme droit. De droit, certes, mais cet homme droit. Droit, on va le constater, disons, vers la fin de sa vie, où il va quand même démissionner du prestigieux poste de conseiller, de président du Conseil constitutionnel, un endroit où on ne démissionne vraiment pas. C'est pas, il n'y a pas d'intensité de l'activité là-bas. On va au travail, à la limite, quand on veut, on est pratiquement sollicité une fois tous les 5 ans. Et comme c'est un président d'institution, la prise en charge est assez conséquente. Mais Vaudier a démissionné. Mais pratiquement toute sa carrière, vous verrez qu'il n'a pas privilégié l'intérêt personnel, l'intérêt pécunier. Et ça, vraiment, c'est assez intéressant à souligner. Docteur Bangali. Je pense que les témoignages ont été déjà rendus sur toutes les dimensions de la vie de l'homme. Du point de vue scientifique, il a été non seulement un pionnier, mais un mot sacré, un grammairien excellent du droit constitutionnel. Mais au-delà de ça, la particularité de Francis Vaudier, c'est qu'il a touché à pratiquement toutes les dimensions du droit. Il a été, c'est vrai, un spécialiste du droit public constitutionnel, mais il a également été... Il a donné soit des cours et écrit des ouvrages sur toutes les autres spécialités du droit qui ont permis d'irriguer une élite ivoirienne de l'époque qui a été formée pratiquement à l'ombre de l'immensité de son savoir. Il a parlé de droit administratif, il a parlé de droit fiscal, il a parlé de droit international maritime. Bref, au-delà même du droit, il a été reconnu comme un intellectuel éclectique parce que le CAMES, en 1989, notamment pendant qu'il était, disons, le président du comité du jury d'agrégation pour les sciences juridiques, l'a désigné, c'est la première fois pour un Ivoirien, comme le coordonnateur général de tous les autres CTS, donc tous les autres jurys concernant les sciences sociales, les sciences médicales. Donc c'est un peu mettre en avant la dimension éclectique de son savoir qui ne se limite pas seulement à sa spécialité première qui est le droit constitutionnel. Au-delà de cela, ça a été aussi un homme qui a eu plusieurs dimensions. Dimension syndicale d'abord, parce que Francis Vaudier, cela a été déjà relevé, il a été l'un des vice-présidents de la FEANF, la section de Poitiers notamment. La FEANF, qui est la fêtière syndicale des étudiants ivoiriens en France, qui a vu passer, en tout cas qui a été, si vous voulez, le tremplin de grands noms politiques comme Henri Konan Bédier, la FEANF qui a été le tremplin du monumental Memel Fauté. Et donc, il commence déjà son engagement syndical à travers cette fêtière estudiantine. Et quand il rentre en Côte d'Ivoire, il est le fondateur avec Dian Boni et un Camerounais du SINARES à l'époque, qui était plutôt le syndicat africain, puisque au moment où Francis Vaudier arrive, il est un pionnier parce que le système de l'enseignement supérieur à cette époque-là était essentiellement animé par des coopérants, soit français ou béninois, togolais, qui sont un peu venus de l'Afrique de l'Ouest, vu que la politique de la colonisation à cette époque-là était de mettre l'accent sur une Côte d'Ivoire agricole, donc avec l'économie de traite. Et de sorte que finalement, on s'est retrouvé à l'indépendance à avoir besoin de l'intelligentsia venue des 4 coins du monde et de l'Afrique pour former la première élite. Donc quand il arrive, il est d'abord le premier Ivoirien diplômé docteur donc en droit, premier Ivoirien titulaire de 2 agrégations. Et donc, il arrive dans un milieu où essentiellement les coopérants étaient les plus engagés. Et donc, il décide de créer le SINARES. Et le SINARES va inspirer ensuite son disciple, si on peut l'appeler comme ça, Angèle Nyossoa et Jenny Kobina, qui vont ensuite, l'année suivante, créer également le SINESI.
Et au-delà de cela, il va influencer, comme l'a relevé Valentin Boumbeng, plus de 8 syndicats. Et donc ça, c'est la dimension syndicale de l'homme. Et puis, bien sûr, on aura l'opportunité de parler certainement de la dimension politique, parce qu'il a fondé un parti politique qui, finalement, même s'il n'a pas remporté d'élection présidentielle, il a réussi à l'imposer comme un parti de gouvernement. Voilà, donc il est parti vraiment de très bas pour en faire ce que le pays était devenu plus tard. Alors, c'est un succès, on va le dire, un succès intellectuel, un succès, tout à l'heure on en parlait, grand intellectuel, scientifique, mais est-ce qu'on peut dire la même chose pour l'homme politique, Lancinet? Bon, c'est une question, moi je resterai mitigé sur ma réponse. C'est vrai qu'il n'a pas eu le succès à la mesure de son savoir, à la mesure de sa dimension internationale. On aurait imaginé qu'il ait pu arriver au sommet de l'État. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc je dirais qu'il a eu certes le succès professionnel, mais le succès politique, reste questionnable. Francis Vaudier, il n'a pas eu le charisme qu'on lui connaissait, qu'on lui connaissait en matière professionnelle, parce que vous avez vu que son parti, à un moment donné, a été celui qui a irrigué les autres partis d'opposition, les autres partis de gauche. Ça veut dire que le leadership a été souvent contesté. Je pense notamment à des personnes qui l'ont quitté. Je pense à Assoa Adou, qui était du Parti ivoirien des travailleurs, qui l'a quitté. Je pense à Laurent Akoun, qui est parti. Je pense à Aboun Dori Raymond aussi, qui était avec lui et qui est parti. Et puis, un peu plus tard, il y a William Atebi, alors que lui bénéficiait d'une légitimité législative, puisqu'il était député, a dû aussi partir de son parti. Et puis, plus tard, il y a eu des questions de leadership et lui, il est resté relativement affaibli dans le management de son parti. Mais n'empêche, on ne peut pas dire qu'il aura vécu inutilement, puisqu'il a quand même eu un succès, on va dire politique. Il a quand même été député et puis, plus tard, il a été ministre de l'enseignement supérieur. C'est vrai que le poste de ministre et le poste de président du Conseil constitutionnel, il n'y a pas de légitimité populaire autour de ces postes, puisque ce sont des cooptations, ce sont des nominations, mais il n'en demeure pas moins qu'il a mérité ces postes. C'est vrai que le poste de ministre de l'enseignement supérieur était une sorte de récompense, puisqu'il avait accepté d'aller dans une élection en 1995, une élection boycottée, notamment par Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, retenue par d'autres situations. Et puis, d'ailleurs, même ses camarades politiques ne lui avaient pas pardonné cela, notamment Laurent Gbagbo. Mais je pense que Francis Vaudier a eu un succès, on va dire, éclatant au niveau politique, puisqu'il a aujourd'hui beaucoup de disciples qui sont là, qui se réclament de lui. À preuve, au cours des hommages, je n'ai pas vu. C'est vrai que les morts, souvent, on a toujours de la gloriole pour les morts, mais il a été moins contesté, surtout au plan intellectuel. Et c'est ça que moi, je retiens. Valentin Boumbeng, sur l'homme politique. Disons que l'homme politique n'a pas été à la dimension de l'intellectuel éclectique qu'il a été, si l'on se place, bien sûr, du point de vue des scores électoraux. Lorsqu'on regarde les scores électoraux de M. Vaudier, candidat à 3 présidentielles, bon, évidemment, ce sont des scores assez modestes qui peuvent faire penser que bon, ça a été un échec politique pour lui. Mais comme l'a souligné également l'enseignant, il a pu se faire élire député. C'est vrai qu'il était le seul député de sa formation politique à ce moment-là dans l'Assemblée nationale. Et il a pu également accéder à d'autres fonctions du fait de son engagement politique. Mais en réalité, ce que moi je retiens, c'est que M. Vaudier a été victime de ses qualités, les qualités qu'on a énumérées tantôt. Premièrement, victime de sa trop grande probité. Alors, comment faire de la politique sous nos tropiques sans tremper dans des affaires, sans avoir les mains sales? C'est une problématique qui ne se pose pas que dans le cercle africain, ivoirien et autres. C'est une problématique aussi vieille que le monde. Jean-Paul Sartre, notamment, en a parlé longuement à l'époque. Alors, c'est quelqu'un qui arrive donc dans un marigot politique, qui a ses pratiques, et lui, homme de grande probité, et donc homme réfractaire à toute forme de compromission, n'est pas prêt à s'engager dans
des alliances qui ne correspondent pas véritablement à sa volonté politique, parce que l'autre point sur lequel c'est une force, et ça s'est avéré une faiblesse au plan politique, c'est que c'est un intellectuel intransigeant. C'est un intellectuel intransigeant avec une ligne idéologique de gauche et à laquelle il a été fidèle, et il s'est arrangé, en tout cas tout au long de son parcours politique, il a été constant dans son engagement de gauche. On ne peut pas dire que sa vie politique a été totalement un échec également, parce que même si les scores électoraux n'ont pas été au rendez-vous, eh bien, il a quand même marqué son époque. C'est quelqu'un qui s'est battu déjà dans les années 90. Il est parmi les premiers à fonder des partis politiques dès le retour de la Côte d'Ivoire au multipartisme. C'est l'un des premiers, en tout cas, qui a animé la vie politique ivoirienne à ce moment-là. Et on se souvient également de son thème fort qui était, il appelait de façon quasi obsessionnelle à une conférence nationale. On était, il faut le dire, dans les années 90, qui était avec ces conférences qui étaient à la mode. Il a fait, et également il s'est engagé, au plan politique, il s'est surtout distingué comme un homme de paix. Comme un homme de paix, parce qu'à plusieurs reprises, là où il a senti que la nation était en péril, il n'a pas hésité à faire le pas qu'il fallait, selon lui, pour sauver au moins la démocratie et la faire évoluer davantage. Oui, Bledson Mathieu, sur l'homme politique, qu'est-ce que vous retenez? Oui, l'homme politique, bon, je vais peut-être retourner, mais il a eu le couronnement le plus élevé qu'il pouvait s'attendre. De par le choix qu'il a fait de sa vie, de par le choix qu'il a fait de son approche politique. Il faut le voir comme un bourgeois de la politique. Ce qu'il faisait à l'université, il a voulu le refaire en politique, ça ne passe pas. Donc, ce qu'il a pu obtenir, c'est son poste électif à Cocody. Comme député de Cocody, c'était parfait. Mais au-delà, c'était difficile parce que ce n'est pas un populiste et il n'a pas ce charisme d'attirer. Parce qu'en politique, c'est un élément extrêmement qui compte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent dire exactement la même chose que moi, mais ça passe. Je peux répéter 10 fois ce qu'ils ont dit, ça ne passe pas. Ça, c'est pas lié à la qualité intellectuelle de l'individu, c'est inné. C'est inné, ce charisme-là est inné. Vous ne l'a pas. Ce n'est pas un homme du peuple, c'est un homme du savoir, donc un peu au-dessus du peuple. Et quand il doit descendre dans le peuple pour se faire connaître dans le peuple, ça devient un peu compliqué parce que ce n'est pas son monde, il est bourgeois du savoir. Okay. Justement, Bangali, sur la question, est-ce qu'on peut dire qu'en fait c'était un mixage qui était un peu difficile? Bon, d'abord déjà, il n'est pas une exception parce qu'on a eu beaucoup de scientifiques éminents en Côte d'Ivoire, mais du point de vue, je dirais, de la légitimité électorale, qui ont été des nains politiques, en tout cas au sens de la légitimité par le vote. Je peux citer par exemple tout de suite le cas du professeur Alassane Salif Ndiaye, qui est un éminent professeur de biologie cellulaire, réputé en France, plus qu'en Côte d'Ivoire même. Mais de toute sa vie, il s'est fait élire seulement une seule fois maire de Gagnoa, de 90 à 95. Après, tout ce qu'il a été en Côte d'Ivoire, c'est par nomination. Je peux citer également le cas de Mamadou Koulibaly, qui est un éminent professeur d'économie en Côte d'Ivoire, réputé jusqu'à aujourd'hui, toujours en activité intellectuelle, mais qui, de toute sa carrière, s'est fait élire seulement une seule fois à la mairie de Koumassi. Il a été incapable de se faire élire une seconde fois, et finalement, il a dû se rebattre à Azagué pour continuer d'exister sur la scène publique. Donc déjà, de ce point de vue-là, il n'est pas une exception. Et au-delà du fait qu'il ne soit pas une exception, je pense que toute la difficulté se trouve justement dans leur incapacité à déconstruire ce gros fossé qui existe entre, je dirais, ce niveau intellectuel élevé et le niveau intellectuel du citoyen ivoirien lambda. Je pense qu'on lui a souvent reproché le fait qu'il faisait la politique avec des gros mots à la bouche. Donc il y avait forcément quelque chose qui ne passait pas dans son langage, comme il appelait le bien-dire. C'est vrai que l'intellectuel qu'il a été n'a pas su se défaire de sa toge pour habiller, pour porter, si vous voulez, le vêtement du populisme. Ce qui a fait la réussite de Laurent Gbagbo, justement. Parce que la différence entre les deux figures, c'est qu'il y a un qui a compris les codes de l'interaction sociale, de sorte qu'il a épousé pratiquement l'imaginaire du leader traditionnel avec je dirais, sa fameuse serviette au cou, la fameuse serviette blanche, sa manière
de gesticuler quand il est sur un podium, de s'adresser, donc de créer cette connexion avec son auditoire que Francis Vaudier a choisi de ne pas avoir. Et je dirais, pour revenir sur un aspect, pour ne pas l'oublier, qu'a relevé tout à l'heure Bakayoko concernant sa participation aux élections de 1995 qu'on lui a reproché. Mais Francis Vaudier n'a agi que par jurisprudence. Parce qu'en 1990, lorsque le multipartisme est acté, que finalement on décide d'organiser les premières élections libres, en tout cas ouvertes, en 1990, les 4 formations de gauche vont créer une coordination des partis de gauche. Et à l'intérieur, il y avait le PSI de Bamba Mori-Ferré, il y avait le FPI de Laurent Gbagbo, le PIT de Francis Vaudier et l'USD de Zadi Zaouroui. Ils s'entendent pour que ces élections-là soient boycottées, qu'on aille plutôt à une conférence nationale pour créer de meilleures conditions démocratiques. Alors, envers et contre tout, le congrès du FPI décide de proposer Laurent Gbagbo, qui décide de suivre la décision de son parti, et donc il n'obéit plus à la consigne de la coalition des partis de gauche qui avait été décidée en sa présence, lui en tant que porte-parole. Donc il a créé une jurisprudence. Quand on passe à 1995, l'opposition a une consigne de boycotter, notamment le FPI et le RDR de Jenny Kobina à travers le boycott actif. Mais Francis Vaudier, tout naturellement, se rappelle de ce qui s'est passé en 1990. Et donc, il leur retourne l'ascenseur d'une certaine manière. Donc, il décide de s'appuyer sur la décision de son parti, qui doit prévaloir sur la consigne d'une opposition décousue. Donc, je pense qu'on ne peut pas le lui reprocher. Il a fait ce qu'il a fait. Et après, ses relations avec le gouvernement, le pouvoir d'Henri Konan Bédié se sont normalisées au point qu'il soit nommé une année avant le coup d'État ministre de l'Enseignement supérieur. Ça a été une brève expérience qui l'a conduit. Je dirais brièvement pendant 2 jours, pas en prison, mais il a été arrêté, comme tous les ministres du gouvernement pendant le coup d'État, conduit au camp, je crois, d'Akwedo, avant d'être relâché 2 jours après. Et puis, à la sortie de cette expérience, même après les accords de Linas Makoussi, il a plutôt choisi de se faire représenter, même quand son parti avait des portefeuilles au gouvernement, il s'est fait représenter, donc il a fait le choix clair de garder une certaine distance vis-à-vis... il n'est pas engagé surtout en politique pour les postes, c'est ce qu'on retient. Galan Siné qui peut-être voulait réagir. Bon, Bangali a parlé de jurisprudence, moi je parlerai plutôt de... Il a été réactionnaire, puisque en 1990, la gauche dont il parle, où Laurent Gbagbo, contre toute attente, s'est désolidarisé du groupe et s'est positionné comme le candidat, Laurent Gbagbo avait expliqué qu'il voulait briser le mythe on ne va pas dire de l'invincibilité du président Houphouët-Boigny, mais il voulait briser le mythe de l'homme face à qui personne ne peut résister. Donc, Laurent Gbagbo avait justifié. Mais je ne suis pas d'accord que Laurent Bangali parle de jurisprudence, parce que là, je pense que Francis Vaudier lui-même savait que les conditions d'une élection démocratique n'étaient pas réunies en 1995, et donc sa démarche était une démarche réactionnaire. C'est-à-dire en réponse à ce que Laurent Gbagbo avait fait en 1990. Je pense que la politique ne s'accommode pas de ce type de rancune, on va dire entre guillemets, puisque la politique, Laurent Donafologo l'a dit, c'est la saine appréciation des réalités du moment. C'est vrai, on ne peut pas reprocher aujourd'hui à Francis Vaudier d'être allé aux élections de 1995, parce qu'en réalité, il a récolté les fruits, puisqu'il est devenu ministre de l'Enseignement supérieur sous le président Henri Konan Bédié, qui, à mon avis, était une récompense à sa participation aux élections de 1995, participation qui était venue légitimer l'élection du président Henri Konan Bédié. Donc, je pense que Francis Vaudier, oui, il a fait preuve de clairvoyance politique, mais malheureusement, il n'avait pas le charisme nécessaire d'un Laurent Gbagbo très pugnace, très populiste, ou d'un Alassane Ouattara aussi très, très engagé, un peu populiste aussi, mais qui, aujourd'hui, ont eu des succès, parce que aussi adossés à des idiomes communautaires très forts. Ça, il faut pouvoir l'admettre. Valentin? Oui, je voulais déjà préciser, rappeler que Francis Vaudier, paix à son âme, n'a jamais dit qu'il avait participé aux élections de 1995 en réaction à ce que Laurent Gbagbo a fait en se désolidarisant des autres après le mot d'ordre qui avait été convenu à Korogo à l'époque. Déjà, ça, c'est un point. Il n'a jamais dit, il a plutôt mis en avant le fait qu'il ne fallait pas qu'il y ait un vide. La nation lui semblait être en péril et il fallait combler le vide, ne pas laisser Henri Konan Bédié tout seul.
aller tout seul aux Alors, élections. je pense qu'il y avait plus de menaces en 1990 qu'en 1995. La non-participation, puisqu'on était dans une phase expérimentale en 1990 et on avait une opposition extrêmement forte, extrêmement violente, on va dire. Mais c'est son appréciation du jeu politique. Là, il accepte de ne pas aller aux élections. Il a accepté. Il a donné ses raisons. La conférence nationale qui était une assemblée confligente dans la plupart des pays, par exemple au Congo-Brazzaville. Et donc, quand Francis Vaudier et ses amis demandent une conférence nationale, je ne pense pas que c'était pour aller manger du caviar. On laisse Valentin terminer, l'enseigner. Je vais terminer. Alors, je dis, quoi qu'on dise, tous les commentaires que nous sommes en train de faire, il faut reconnaître que M. Vaudier n'a jamais dit qu'il allait aux élections de 1995 en réaction à ce que Laurent Gbagbo soit allé aux élections malgré le mot d'ordre du parti de boycott. Parce que justement, M. Gbagbo, même à l'époque, a dit également qu'il fallait y aller. Il savait très bien qu'il ne gagnerait pas, mais comme l'a souligné l'enseignant, il fallait briser le mythe. Donc les conditions là non plus n'étaient pas réunies. Alors M. Vaudier, lui, il a expliqué par le fait qu'il y avait un danger. Il faut bien se rappeler le contexte de 1995 avec la création du Front républicain avec son mot d'ordre de boycott actif qui faisait peur. Et tout le monde avait peur et on se disait, bon, on va le laisser aller tout seul, M. Bédier, et puis on va voir, il va avoir des conséquences, et sera la chienlit. Et M. Vaudier dit, ah non, un homme de paix dit non, moi, même si les conditions ne sont pas réunies, eh bien j'y vais, au moins pour éviter que la nation ne connaisse un péril. Mais je pense qu'on a parlé de charisme, c'est vrai, mais pour l'homme politique Vaudier, ce qui lui a manqué en réalité, c'est que ce n'est pas un démagogue. Ce n'est pas un démagogue, contrairement à beaucoup d'autres. Ce n'est pas un démagogue, ce n'est pas un populiste. Et puis, bon, je ne suis pas totalement d'accord avec le terme, il est au-dessus du peuple. Non, ce serait véritablement une mauvaise publicité pour quelqu'un qui est de gauche, fondamentalement de gauche. On l'a rappelé tout à l'heure, la FEANF, où il a milité en France, la Fédération des étudiants d'Afrique noire francophone à Paris, qui était véritablement le temple de tous les étudiants à l'époque marqués communistes. À l'époque. Donc, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a eu un cheminement d'homme de gauche. Et ça fait partie des choses qui ont marqué, à mon sens, la vie politique. C'est qu'au moins, on a un exemple de quelqu'un qui avait une voie à suivre et qui l'a suivi jusqu'au bout. D'accord. Alors, messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur la question. On va sortir du pays et aller au Sénégal. Le président Macky Sall dit non à une troisième candidature. Il a longuement expliqué sa décision. Mais que retenir de la suite, notamment pour la présidentielle de février 2024 ? Je vous propose de l'écouter et on se retrouve juste après. Mes chers compatriotes, s'agissant de l'élection présidentielle du 25 février 2024, je tiens à ce que le gouvernement prenne toutes les dispositions pour une bonne organisation du scrutin, comme par le passé. En ce qui me concerne, j'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'émotion les différentes manifestations de soutien à ma candidature pour un second quinquennat. La dernière étant celle de 512 maires et présidents de conseils départemental sur les 601 que compte notre pays. À cela s'ajoutent les soutiens de la diaspora, de mouvements de jeunes, de femmes, de nos respectés sages, d'enseignants, d'arabisants, de mouvements de religieux et bien d'autres groupes, tous déjà prêts pour mener le combat de ma réélection. À tous ces compatriotes, je voudrais exprimer ma profonde gratitude en réservant une mention spéciale et toute particulière à la coalition Benno Bokk Yakaar, à mon parti, l'Alliance pour la République, et à la grande coalition de la majorité présidentielle. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchi est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. En effet, depuis la révision constitutionnelle de 2016, le débat juridique a été définitivement tranché par la décision du Conseil constitutionnel numéro 1 C 2016
du 12 février 2016. Alors, M. Macky Sall non a une troisième candidature. Bangali, c'était prévisible ou non? Je pense qu'au moins, on peut retenir une chose, c'est qu'il a compris, disons, ce que dit le peuple du Sénégal. Le peuple du Sénégal n'est pas prêt à accepter qu'un président au Sénégal fasse un troisième mandat. Aussi Macky Sall soit-il. Et ce message, je pense qu'à travers les émeutes qu'il y a eu dernièrement dans tout le Sénégal à la suite de la condamnation de Ousmane Sonko, ont été entendus. Aujourd'hui, je pense que l'étape d'après, c'est que la décision a été prise. Il y a des enjeux, il y a des incidences déjà à l'intérieur de sa propre coalition parce que la preuve que le président n'avait pas l'intention, je dirais, de renoncer à un troisième mandat, la preuve, c'est qu'il n'a pas préparé de succession à l'intérieur de son parti et de sa coalition. De sorte qu'aujourd'hui, à 8 mois seulement des élections, oui, il n'y va pas, mais on se rend compte qu'il n'a pas préparé des successeurs, d'autant plus que tous ceux qui ont fait mine, ont exprimé des velléités d'ambition présidentielle, telles que son ancien premier ministre Aminata Touré, ont été purement et simplement poussés vers la sortie. De sorte qu'aujourd'hui, il y a une sorte de vide. Au moment où il décide, sous la contrainte du peuple sénégalais, de ne pas faire un troisième mandat, il y a un vide qu'il faut rapidement combler, 8 mois avant les élections, parce qu'il faudrait que ce candidat-là puisse réunir sa coalition. C'est un autre défi pour lui. Parce que déjà, même avant que Macky Sall ne déclare qu'il n'y va pas, à partir du moment où son image était devenue délétère dans l'opinion politique sénégalaise, il a commencé déjà à avoir des dissensions à l'intérieur de la coalition. Je veux parler d'Idi Sassek qui s'est retiré et qui s'est déclaré candidat. Mais au-delà de ça, le parti, l'AFP de Boussafa Niasse, dont un des anciens ministres s'est déclaré candidat en réunissant une partie des membres du parti politique, alors qu'ils sont censés faire partie de la coalition. Donc il y avait déjà clairement des velléités qui s'exprimaient pendant qu'il était censé être toujours en liste. Donc il le fait à 8 mois des élections. Donc le premier enjeu déjà, c'est comment est-ce qu'il trouve, je dirais, un substitut à la candidature qui puisse rassembler déjà sa coalition. Et puis au-delà de cela, il y a aussi l'opposition politique. Aujourd'hui, la question de fond, qu'on ne se trompe pas sur le sujet. Ce qui a soulevé le Sénégal, ce n'était pas le troisième mandat de Macky Sall qu'on savait, c'était la question de fond. Mais la question principale, c'est la tentative d'empêcher Ousmane Sonko, à travers une affaire judiciaire, de briguer la candidature. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est sur ça, aujourd'hui, que toute la question de la situation politique du Sénégal va achoper. Et donc, tout le monde a les yeux rivés vers ce président qui, pour la première fois, est un président qui va organiser des élections auxquelles il ne va pas participer lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va choisir? Parce qu'il sait qu'au niveau de son état-major politique, il n'y a pas de figure qui soit à même d'affronter une candidature de la trempe d'Ousmane Sonko en termes de popularité. Est-ce qu'il va choisir simplement de continuer d'instrumentaliser la justice pour faire obstacle à sa candidature, à la candidature notamment d'Ousmane Sonko? Et si cela arrive, qu'est-ce qui se passera? L'avenir nous le dira. Mais on en parle déjà aujourd'hui en attendant cet avenir qui va peut-être se dessiner et nous dire exactement ce qui va se passer. Bledson Mathieu, est-ce qu'on peut vraiment faire ce parallèle, donc ce lien entre ce que Macky Sall a dit, sa posture, et Ousmane Sonko qui peut-être éventuellement pourrait être candidat ou non? Oui, c'est vrai que le problème, Macky Sall a posé plus le problème de Sonko que le sien. Hein. Mais je ne suis pas d'accord avec certains termes utilisés par M. Bangali. D'abord, je ne suis pas d'accord pour qu'on dise que Macky Sall a compris le message du peuple. Non, ça, ce mot peuple, quand on l'utilise après un scrutin. Par contre, il a compris le message des manifestations de rue. Il a compris qu'une troisième candidature pourrait embraser le Sénégal. Ça, c'est sûr qu'il a compris ce message. Deuxièmement, popularité de Sonko, c'est justement maintenant que la question se pose. C'est-à-dire, M. Sonko a bâti sa réputation sur l'anti-Macky Sall. Aujourd'hui, Macky Sall n'est plus dans le jeu. Bon, on va voir qu'est-ce qui pèse réellement. N'oublions pas que la coalition qui dirige a pour membres principaux Wade fils, Karim Wade, et puis Khalifa Sall, l'ancien maire de Ba. C'est les gros hommes du système politique sénégalais qui eux-mêmes, à un moment donné, ont eu des problèmes juridiques et ont été écartés sous Macky Sall. Et donc, lorsque la troisième personnalité politique pointe le nez et qu'on voit la justice encore derrière son cou, alors tout ce monde-là est dans les rues. Dakar sort beaucoup plus à cause de Macky Sall. Sonko? Non, pas Sonko, à cause de Khalifa Sall,
que de Sonko. Sonko, sa base, c'est à Ziguinchor. À Ziguinchor, qui n'est pas la deuxième ville. La deuxième ville, c'est Touba. Et Touba, c'est beaucoup plus Karim Wade. Et le maire de Dakar, qui vient maintenant d'être autorisé à compétir, maîtrise Dakar. Et c'est beaucoup plus ça qui faisait les mouvements et à Ziguinchor et à Dakar. Ce qu'on va savoir dans les jours qui suivent, c'est est-ce que ce monde qui sortait était pour Sonko ou contre le troisième mandat. Si c'est vraiment contre le troisième mandat, chacun va rejoindre peut-être son leader maintenant que les jours sont dans l'arène et Sonko risque d'être un peu esselé. Mais ce sont des analyses. Voilà. Oui. Valentin Mugen. Ce que je vais dire d'emblée, c'est que en tout cas le président sénégalais, ça a été une grosse déception. Ça a été une grosse déception d'avoir profité lui-même de tout le combat qui a été mené contre le troisième mandat pour Abdoulaye Wade, le combat qui a été mené, dont il a profité pour se hisser à la présidence de la République, et que lui aussi, une fois au pouvoir, malgré les attentes, les espoirs qu'il avait fait naître au départ, ait pu laisser traîner autant des ambiguïtés quant à la possibilité pour lui d'être candidat ou non, en invoquant une décision du Conseil constitutionnel. Ça, je trouve que c'est quand même, de la part de l'homme politique qu'il était, ou bien qu'on a pu faire croire qu'il était à l'époque, et bien qu'on en arrive là, où le Sénégal a été tenu en haleine par cette histoire depuis au moins décembre 2019, lorsqu'il a répondu à un journaliste qui lui posait la question s'il se représenterait, que bon, ce serait ni oui ni non. Depuis ce temps, le Sénégal est en haleine. Il a laissé passer trop de temps, trop de manifestations. Plus d'une cinquantaine de gens ont été tués à cause de cette histoire, de vouloir absolument faire un troisième mandat sous prétexte que la Constitution révisée le lui permettrait. Je pense que, de ce point de vue, il n'a pas aidé le Sénégal, il n'a pas aidé à faire avancer la démocratie sénégalaise, de ce point de vue. Cela dit, quant à la décision qui a été prise, que ce soit sous le contrôle, sous la pression de la rue ou du peuple, en tout cas, c'est la pression d'une bonne partie du peuple qui l'a contraint, justement, à reculer. Puisqu'il a vu justement que le pays s'enlisait, le pays allait droit dans le mur, avec toute l'image qu'il a pu faire croire, voir à l'extérieur d'un Sénégal, un pays démocratique et autres, avec l'attrait des investisseurs et autres. Ce n'est pas l'image qu'on voyait de Macky Sall qu'on était en train de vivre avec toutes ces manifestations. Et surtout, au-delà des manifestations, c'est la répression brutale. La répression brutale des manifestations, la répression très violente, avec en sus un élément nouveau et absolument dramatique qui risque de peser lourd dans la balance plus tard, l'apparition de nervis, c'est-à-dire des forces occultes sorties de nulle part, encagoulées et autres, qui sont dans les jeux, qui sont, qu'on appelle, aux côtés des forces de défense. Ça, c'est un élément très grave et je pense que les jours qui viennent vont être des jours assez complexes. Je m'explique pour deux raisons au moins. C'est qu'il y avait deux problèmes en un, en réalité, qui se posaient. Le problème de la troisième candidature de Macky Sall et puis le problème de Sonko. Alors, il a réglé une partie de l'équation en annonçant qu'il se retirera. On verra d'ici là. Hein. Mais au moins, il a annoncé qu'il se retire, qu'il ne pourra plus être candidat. Et maintenant, il reste l'autre équation, c'est l'équation Sonko. Les jours qui viennent vont nous montrer si la justice a véritablement été instrumentalisée pour empêcher M. Sonko d'être candidat. Et bon, certains avocats disent que bon, s'il se constitue prisonnier ou s'il est arrêté, le procès va reprendre. Si le procès reprend, il est totalement éligible. Et ça reprendra quand? Donc, et ça aussi, c'est un élément à mettre vraiment au déshonneur même du bilan de M. Macky Sall, c'est qu'il n'est pas parvenu justement à aider également la justice sénégalaise à s'émanciper du pouvoir politique,
à cause notamment du caractère hyper présidentialiste du pouvoir sénégalais, qui fait qu'aujourd'hui, il va laisser un Sénégal où la justice n'est pas perçue comme étant indépendante à cause de toutes ces affaires. On a rappelé les cas de Khalifa Sall, du fils Wade et autres, où ils ont été pris dans les mailles de la justice à un moment précis où ils avaient des ambitions politiques. Et ça, c'est pas mauvais c'est pas bon pour la suite, s'agissant du processus démocratique sénégalais, souvent cité en exemple. Moi, je retiens de Macky Sall qu'il est un grand homme d'État. C'est un homme d'État, un véritable homme d'État. Parce que je pense qu'on lui a fait un procès d'intention. Écolo, tu dois te souvenir, il y a quelques mois, je disais, attendons Macky Sall lorsqu'il se sera déclaré. Parce que Macky Sall est tenu par la Constitution. Macky Sall gouverne via la Constitution. Je ne comprends pas pourquoi c'est la rue qui devait dicter le calendrier ou la posture de Macky Sall. Et puis, vous savez, en politique, si Macky Sall se serait déclaré plus tôt, peut-être qu'il n'aurait pas pu gouverner jusqu'à maintenant. Parce qu'il aurait été écrabouillé, ou bien s'il avait désigné un dauphin constitutionnel, pas constitutionnel, un dauphin putatif, ce dernier aurait été écrabouillé jusqu'à maintenant. Donc je pense que ça peut relever de la stratégie. Maintenant, Valentin parle de l'utilisation des nervis, c'est-à-dire des loubards, pour conceptualiser ça ici, contextualiser ça par rapport à la Côte d'Ivoire, des loubards. Mais les nervis ne sont pas apparus dans le jeu politique maintenant. Les nervis sont dans le jeu politique depuis du temps de Abdoulaye Wade. Et je me rappelle, en 2012, ces nervis avaient été littéralement engagés pour mater les manifestants ou bien pour s'engager contre le pouvoir. Donc les nervis... Eh ça ne reste pas donc une bonne pratique. Ça ne reste pas une bonne pratique, mais il ne faut pas l'imputer à Macky Sall. C'est ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train d'imputer à Macky Sall, s'il te plaît, sur ce point précis, c'est qu'il aurait pu agir autrement, faire en sorte que ces nervis-là n'existent plus. Comme il aurait pu également agir autrement pour éviter la suspicion qui frappe le corps judiciaire. C'est de ça que je parle. Moi je pense que ça, c'est dans votre tête que cela se passe. Parce que Macky Sall, c'est du droit positif. C'est du droit positif. Les faits pour lesquels ces gens sont poursuivis, mais je pense on peut épiloguer, on peut tout dire par rapport à sa position, mais je pense que c'était quelque chose de factuel. Karim Wade était poursuivi pour des faits qui ont existé, tout comme Khalifa Sall. Aujourd'hui, c'était pas le point de vue de ses avocats. Effectivement, poursuivi aussi. Moi, je m'en tiens à la justice. Moi, je suis républicain, je ne fais pas de supputation. Je ne suis pas dans les calculs, je ne sais pas. Non, mais je pense que les faits sont là. La justice sénégalaise a pris des décisions contre ces personnalités. On ne va pas dire que ces gens ils sont absous parce qu'ils sont des hommes politiques. Ça, il faut un citoyen. Mais c'est ce qui est en train de se passer là. Un citoyen. Dans les manœuvres politiciennes. Par ailleurs. Oui, mais la politique est faite de manœuvres. Il est en train de tout faire pour que le fils Wade et Khalifa Sall soient absous de tout. Si vous n'avez pas compris, on arrive au même résultat. C'est l'instrumentalisation de la justice. La justice, même si elle est instrumentalisée, mais il ne faut pas toi-même ouvrir les vannes. Et oui, ça c'est un fait. Ça c'est un fait. Maintenant, le problème on ne peut pas reprocher à Macky Sall de s'être engouffré dans une vanne que... Ah non, parce que lui, il est apparu comme un homme neuf. Vous allez terminer, l'enseignant va terminer rapidement. Oui. Je pense que, vous dites Ousmane Sonko, je pense que Blesson l'a dit, il a fait, le statut de sa campagne est basé sur l'anti-Macky Sall. Donc aujourd'hui, Macky Sall n'est plus dans le jeu. C'est maintenant qu'on va le peser. Et effectivement, il est concentré à Ziguinchor. Parce qu'en réalité... Je vous ai déjà dit ici que Ousmane Sonko était un leader de substitution. C'était un leader par défaut. Est-ce que vous avez lu le manifeste du PASTEF? Mais bien sûr. Pour pouvoir déclarer que... Bon, si vous regardez les personnalités même qui composent le PASTEF, regardez les personnages. Oui. Bon, et ils sont suivis. Je ne veux pas être injurieux, mais j'ai l'impression que les gens sont illuminés. Vous voyez, on est dans le jeu politique. Lui, complètement ordurier. Mais ce discours-là passe. Regardez l'élégance du PASTEF, du président du PASTEF, Ousmane Sonko. Regardez le caractère ordurier du discours même du vice-président du PASTEF. Je pense que le Sénégal mérite mieux que cette classe, pas cette classe politique. Non, nous, on ne va pas juger à la place du peuple sénégalais. Nous attendons.
Non, on ne va pas juger, c'est le peuple sénégalais qui décide. Et nous attendons que le peuple sénégalais... Aujourd'hui, les vrais leaders politiques sont là. Je pense à Khalifa Sall, je pense à Idrissa Seck. Aujourd'hui, on va aller à la pesée. Ce sera en février, le peuple sénégalais va se décider, évidemment. Mais nous, on fait le débat. On peut rien faire. Oui, c'était deux équations, je suis d'accord avec Galantin. La candidature de Macky Sall, ça s'est réglé. Maintenant, il reste l'équation Sonko, évidemment. C'est une question centrale. On attend peut-être Ousmane Sonko sur le terrain, mais est-ce qu'il va retrouver le terrain politique? Parce qu'il y a la question judiciaire. Comment ça va se passer, Bangali? Clairement, aujourd'hui, il est embastillé, mais au-delà d'être embastillé, il continue d'exister politiquement. Parce que je pense que la finalité de tout cela, c'était de faire taire l'homme. Et de plus en plus, les observateurs, parce qu'il y a des enjeux nationaux, mais des enjeux internationaux, on se rend compte que, des enjeux internationaux, on se rend compte qu'une chaîne publique française comme France 24 donne de plus en plus la parole à Ousmane Sonko, et au-delà de cela... Ce qu'a dénoncé, Macky Sall dans un... Ce n'est jamais fortuit. Et on a senti finalement un frémissement des relations qu'on vantait cordiales entre la France et disons, le pouvoir de Macky Sall, qui a dû pondre un communiqué pour s'offusquer du traitement de l'information concernant le Sénégal que faisait France 24. Et quand on sait que l'éditorial de France 24 est fortement influencé par le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay, qui aussi est un média financé par les capitaux français, tout de suite on comprend qu'il y a, de ce point de vue au niveau international, un glissement, ou en tout cas les lignes bougent. Mais au-delà de cela, concernant ce que deviendra Ousmane Sonko, j'ai entendu dire que Macky Sall désormais s'est retiré du jeu et que désormais Ousmane Sonko serait face à des valeurs autres à défendre, à faire valoir. Mais je pense que Macky Sall ne s'est pas retiré du jeu politique. Tout simplement parce qu'il n'est pas candidat, mais c'est lui qui organise les élections. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'un président qui ne participe pas à des élections organise ces élections, de sorte qu'il est encore en posture de décider, bien sûr avec le bras armé qu'est la justice, il est encore en posture de décider de qui ira à ces élections ou non. Que ce soit les anciens qu'il avait déjà disqualifiés en instrumentalisant la justice, c'est-à-dire Karim Wade et Khalifa Sall, il y a eu des assises nationales, dont une concertation nationale qui a impliqué ces leaders-là, qui ont négocié que les articles du code électoral qui les disqualifiaient, parce qu'il y a un article du code électoral qui dit que si vous avez été condamné une fois à une peine qui excède 5 ans, vous ne pouvez plus participer de toute votre vie à une élection au Sénégal. Alors que Karim Wade a été condamné à 6 ans, donc à une peine qui est au-dessus des 5 ans qui avait été fixée. Donc il a été gracié, donc il est question de modifier justement cet article-là pour ouvrir le jeu politique. Est-ce que Macky Sall va le faire? Parce que si on suit l'analyse de Bledson, c'est qu'il y a cette volonté d'introduire à l'intérieur de l'opposition de nouvelles candidatures et de sorte à fragiliser la position d'Ousmane Sonko. C'est ce que j'appelle les manœuvres politiciennes. Il ne prendra même pas le risque de le laisser aller aux élections présidentielles, parce que pour moi, il est clair qu'aujourd'hui, du fait de toute la mobilisation sociale qu'il y a eu autour, non seulement de son image, mais des valeurs de probité qu'il porte. Parce que Ousmane Sonko, quand on regarde sa trajectoire, comment est-ce qu'il monte en puissance dans l'opinion publique sénégalaise? Il était un agent des impôts, des services financiers, qui a commencé à un moment, il a d'abord créé un syndicat pour dénoncer les malversations financières. Et quand Macky Sall, on découvre une manne pétrolière au Sénégal qui explique d'ailleurs le revirement de Macky Sall, parce qu'au moment où il annonce à la fin des élections du deuxième mandat qu'il va se retirer, après, on découvre une manne financière et il se rend compte que sur la période seulement de 2003 à 2025, il s'agit d'à peu près 1000 milliards que le Sénégal va tirer comme revenus supplémentaires de l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à avoir un discours double. Il dit, bon, désormais, d'abord, ces ministres ont commencé dans les médias à développer l'idée qu'il n'était pas question qu'il se retire. Après, lui-même, il vient invalider. Mais Bangali, ça s'est réglé cette question-là. Donc, clairement, je pense que Ousmane Sonko est monté en popularité en se démontrant comme quelqu'un qui critiquait la gouvernance économique du président sénégalais. Il a développé une conviction auprès du peuple
sénégalais de probité morale. Et je pense que c'est ce qui l'a fait monter en puissance. Il n'est pas devenu populaire parce qu'il a dénoncé Macky Sall. Bon, il était quand même au sein d'une coalition Yewwi Askan-Wi. Bon, en même temps, il faut reconnaître aussi qu'il y avait des difficultés, Khalifa Sall, etc., qui était le leader entre-temps. C'est peut-être ce que l'enseignant appelle le leader de substitution, parce que c'était compliqué pour le leader d'antan. Parce qu'aujourd'hui, vous-même, vous voyez, la coalition Yewwi Askan-Wi va exploser, c'est visible. Parce que même Guy Marius Sagna, qui est très, très agité, aujourd'hui, tout ça a pris un peu de recul. Vous savez, Barthélémy Diaz également. Khalifa Sall ne veut même plus prononcer, j'ai dit bien prononcer le nom de Ousmane Sonko. Donc la coalition Yewwi Askan-Wi, c'est désormais une coquille vide. Maintenant, vous parlez de manipulation de la justice ou bien de changement de constitution ou bien de violation de la constitution pour invalider une telle candidature ou bien pour adouber Khalifa Sall. Mais vous savez qu'en sciences politiques, c'est clairement établi qu'il y a les textes, il y a la pratique, il y a les conventions qui équivalent aux accords. Ça veut dire que la réintégration de Khalifa Sall est issue des assises. Ce serait une recommandation des assises nationales qui aujourd'hui ont valeur de convention ou d'accord politique. Donc ces assises sont supérieures à la Constitution. Oui, mais les accords qui ont été trouvés ont valeur d'accord ou de convention interne. Donc on ne peut pas reprocher... Donc sont supérieurs à la Constitution alors. Oui, mais je vous ai dit que dans la pratique, c'est vrai, il y a les textes. Le texte, c'est la Constitution, oui. Mais j'ai dit qu'il y a la pratique. Donc la pratique doit être contraire à la Constitution. Oui, mais en politique, l'accord politique, les hommes politiques peuvent sortir. En Côte d'Ivoire, on a vu... La Constitution y était, mais on a signé des accords qui ont mis la Constitution en parenthèse. Au Mali également, la Constitution était en parenthèse pour faire prévaloir des accords. On ne peut pas reprocher ça à Macky Sall. Pas une sélection des participants. Un appel a été lancé, lorsqu'il y a eu des mouvements de rue, un appel a été lancé par le président à ce que tous les partis se retrouvent autour d'une table et discutent. Cet appel a été appuyé par les confréries qui, au Sénégal, sont extrêmement puissantes. Et le parti de Ousmane Sonko, qui dit ne reconnaît quasiment pas ni le président, ni les confréries, ni tout ce qui est... Non, ils ont posé des préalables. Le président voulait des négociations sans préalable. Il ne faut pas caricaturer. Non, quand on vient... Pour eux, il y avait des préalables d'abord. À une réunion, soit tu viens, soit tu ne viens pas. Ceux qui sont venus ont posé leurs problèmes. Nous avons Khalifa Sall, son parti a dit, nous, on veut qu'il soit candidat. On dit, bon, on peut régler. Karim Wade, on peut régler. Bon, le parti de Sonko n'était pas là. Le problème de Sonko aujourd'hui, c'est de voir demain, parce que la politique, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Est-ce que demain, il sera capable de mobiliser les gens qu'il mobilisait jusque-là? Bien sûr. Moi, je dis, Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que ceux que vous voyez dans les rues ne combattaient pas pour Sonko. Ils ne combattaient pas pour Sonko. C'était une coalition. Ils sont sortis parce que Sonko a été condamné. C'était la raison. Non, c'était une coalition qui a... Est-ce que vraiment, oui, est-ce qu'on peut résumer cette mobilisation à la seule question de Sonko? Non, absolument. Ils sont sortis, de mon point de vue, parce qu'à un moment donné, j'estime que Macky Sall ne va pas éliminer juridiquement tous les candidats. Ça a commencé par Karim Wade. Ils ont laissé faire. Après, il s'est attaqué à Khalifa Sall. Maintenant, il s'attaque à Sonko, donc on ne veut pas. Voici la raison pour laquelle ils en sont dehors. Et depuis que Macky Sall a dit « je me retire », ce n'est pas l'impression qu'on a. Deuxième élément, au Sénégal, on ne gagne pas les élections sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on vous détrompe complètement. Personne n'a dit ça. Personne n'a parlé des réseaux sociaux ici. Parce que quand vous parlez de la forte opinion, il faut qu'on... Personne n'a dit ça. En 2012, je m'en tiens au résultat de 2012, les candidats qui étaient le plus en vue, ce n'était pas Macky Sall. Quand on citait, on faisait les promesses. C'était Idrissa Seck. Exactement. Ahmad Dansoko, Moustapha Niasse, Idrissa Seck. Voilà. Voici Absolument pas. Le candidat qui était porté par la coalition, de gauche, c'était Macky Sall qui était à la tête de la fronde anti-troisième mandat. Macky Sall a sillonné. Et aujourd'hui, c'est dans ce rôle-là que se trouve son... Beno Bokiyaka. C'est pas ça. Macky Sall a sillonné tous les villages. Tous les villages, c'est qui lui a donné la possibilité d'être au second tour. Sonko, il est à Ziguinchor et il est sur les réseaux sociaux. Non. Regardez très bien comment on appelle ceux qui sortent, regardez très bien leur image, regardez très bien. En plus aussi, de mon point de vue, mais là je parle de loin du Sénégal, j'ai vraiment l'impression que Sonko commet l'erreur de s'attaquer à ce qui est institutionnel au Sénégal, aux confréries, aux marabouts, aux chefferies, mais vraiment, en fait, il fait son affaire avec les jeunes qui sont plus dynamiques, qui sont plus violents,
mais qui ne sont pas représentés. Par ailleurs, Blaise, ceux qui ne croient pas aux accords aujourd'hui, vous qui ne croyez pas aux accords, Valentin, vous dites que les accords ne peuvent pas posé juste la question. Il faudrait que ces accords soient inclusifs. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko ne peut être intégré dans le jeu politique que par un accord. On ne peut pas que par un accord. Oh, c'est ça. Si c'est fait par un accord, c'est parce que le jeu institutionnel a été vicié. Bon, maintenant, que faire? Puisque la décision, elle est actée, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire des pourparlers ouverts intégrant la tendance Sonko. Parce que pendant les dernières élections... Pour déboucher sur un accord, non? Oui, un accord final. Pourquoi vous contestez l'accord? Je vous dis que où on est arrivé, il faut que ce soit un accord. Si ce n'est pas un accord, ce n'est pas possible. Et d'autant plus que la tendance Sonko est une tendance majoritaire qu'il a démontrée à des mobilisations. Non, attention. On ne peut pas faire... Quelle est votre unité de mesure? Quelle est votre unité de mesure? S'il vous plaît, on le laisse terminer. Nelson, Bangali va terminer. Par l'opposition. Et gagné par qui? Bangali va terminer. Sonko, en tout cas. Par l'opposition. Non, voilà. Par l'opposition. Pas par Sonko. Y compris Dakar. On laisse Bangali terminer. Ce que vous êtes en train de faire croire, c'est que c'est Sonko qui a gagné les dernières élections. C'est l'opposition, certes, mais ce n'est pas Sonko. C'est le nom de Sonko qui mobilise aujourd'hui en l'état actuel de l'opposition au Sénégal. Vous allez à Touba. C'est le nom de Sonko aujourd'hui qui fait sortir. C'est le nom de Sonko qui mobilise aujourd'hui. Qui a la population la plus élevée, c'est Khalifa Sall. C'est vraiment différent. Sonko, il est dans son petit coin à Ziguinchor, en Casamance. Voilà, c'est là-bas il est. Le problème, c'est que les deux autres leaders étaient en prison. Donc, celui qui a pris le flambeau de la lutte, c'est Sonko. Maintenant que les deux autres sont sortis, on va voir, est-ce que leurs militants vont délaisser leur leader traditionnel pour aller vers Sonko? On va regarder ça dans les jours qui suivent. Est-ce que nous avons appelé le leader par défaut? C'est ce que nous avons toujours appelé le leader par défaut. Les vrais leaders sont là maintenant et on verra bien. Bon, d'accord. Donc, on va laisser la suite se dessiner par rapport à Sonko. Mais en même temps, vous l'avez dit tout à l'heure, Macky Sall qui n'a pas vraiment préparé quelqu'un. Alors, comment Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir, va se comporter? Parce qu'il y a seulement 8 mois. Qui va monter? Peut-être Khalifa Sall? Bon, ça, on est dans la conjecture maintenant. C'est-à-dire, on ne sait pas qui va avoir suffisamment de force et puis suffisamment de soutien de la part de Macky Sall. Parce que, comme on l'a souligné tout à l'heure, il n'est peut-être pas candidat, mais il n'est pas totalement, il s'est pas retiré de la vie politique, il n'a pas pris sa retraite. Hein. Il est là. Et c'est lui qui organise les choses. C'est son administration, en tout cas, qui organise les élections. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le camp Sonko est inquiet. Parce qu'il dit non seulement il n'a pas le droit d'être candidat pour un 3e mandat, mais en plus, il n'a pas le droit de désigner qui doit compétir. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Il n'a pas le droit de désigner les opposants à son candidat. C'est ça la question. Ça, c'est un discours opposant. C'est un discours opposant. Nous parlons des institutions. Macky Sall est président d'une coalition politique. Mais quand il va dans sa coalition politique, vous voulez que c'est l'opposition qui ait désigné la Personne n'a dit ça. Laisse-moi terminer. Il ne faut pas caricaturer ce que je suis en train de dire. J'ai dit une chose claire. Monsieur Watt, j'ai commencé par là, monsieur Macky Sall, c'est une immense déception parce que ce monsieur a apparu sur la scène politique avec l'image d'un homme neuf qui est venu pour moderniser les institutions, pour faire en sorte qu'on retienne de lui que voilà, quand il est passé au pouvoir, eh bien, voilà, le système politique sénégalais était à ce stade. Il a avancé à celui-ci. Et ce n'est pas le sentiment qu'on a aujourd'hui. La preuve autour de ce plateau, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, qu'il n'a pas faites et qui ont fait que le jeu politique a été vicié, s'est détérioré. Donc ce n'est pas vraiment quelqu'un qui a assuré. Cela n'a rien à voir, cela dit, avec ses performances économiques qui sont aussi par moments un peu controversées, mais personne ne remet en cause fondamentalement son bilan du point de vue économique qui a été assez bon. Mais on dit sur le plan des institutions, il n'est pas parvenu à les solidifier et aujourd'hui, on est dans ces cas d'expectation, et autres de conjecture, parce que le jeu politique n'a pas été, le système politique institutionnel n'a pas été renforcé pendant la présidence de Macky Sall. En 1 minute chacun. Moi, je pense que la présidence de Macky aura été un énorme succès. On le voit, là, avec une cinquantaine de morts. D'un point de vue physique. Oui. D'un point de vue physique. Mais quand tu arrives à Dakar, vous voyez le changement. Le changement qui a opéré et partout ailleurs. Il y a une cinquantaine de morts. Il n'y a pas longtemps, moi j'étais à Dakar, j'ai vu le changement qui a opéré au niveau du Sénégal et de Dakar. Pour le Sénégal tout entier. Maintenant, au point de vue institutionnel dont vous parlez,
Donc, simplement parce que Macky Sall a laissé la justice faire son travail, donc il a actionné, il a saboté les institutions. Je pense que ça, c'est trop tiré par les choses. Attends, et c'est Ousmane Sonko a été aperçu, chez la jeune dame, oui ou non? On a dit c'est viol, maintenant on dit c'est corruption de la jeunesse. Attendez. On ne va pas refaire le débat. N'a pas mis, et en plus, la question c'était comment Beno Bokk Yakaar va ces élections. Est-ce que Karim Wade n'a pas mis sa main dans les caisses publiques, oui ou non? Voilà les questions. En 30 secondes, la question c'est Beno Bokk Yakaar fait quoi pour Beno Bokk Yakaar, je pense que dans les semaines qui viennent, Beno Bokk Yakaar aura une réunion où ils vont désigner un candidat, probablement dans 2 semaines, 2 ou 3 semaines. D'accord. Mais Amadouba, mais c'est normal, c'est le jeu démocratique. Amadouba est bien parti pour être le porte-flambeau de Beno Bokk Yakaar. Bledson Mathieu. Oui, je n'aime pas beaucoup qu'on juge Macky Sall par Sonko. Non, c'est vrai qu'il a offert au Sénégal ce Sonko-là parce que c'est un pur produit de Macky Sall. Hein. Il aurait laissé dans ses fonctions d'inspecteur d'impôts, ce n'était pas très sûr qu'il devienne politique, en tout cas pas à ce rythme-là. Mais bon, il a fait ce qu'il a pu pour le pays et particulièrement ses succès économiques sont énormes et moi je vous retiens beaucoup plus cela. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la violence va sortir de la politique sénégalaise? C'est ce que je souhaite. En tout cas, c'est vraiment mon vœu. Pour l'instant, je pense que peut-être ça a été introduit par Sonko. Je ne veux pas me faire taper dessus sur ce plateau, mais il ne faut pas avoir peur des mots. C'est lui qui a introduit la violence voilà, dans le jeu politique. Il ne faut pas avoir peur des mots. Incroyable. Non, monsieur, on ne reprend pas, s'il vous plaît. Merci. Une contre-vérité. Bangali va terminer. Oui, je pense que la coalition Beno Bokk Yakaar aujourd'hui est dans une posture assez difficile. Parce que déjà, la majorité présidentielle a perdu les élections de mi-mandat, qui sont un test de légitimité pour la majorité qui les a perdus lamentablement face à l'opposition. Toutes les grandes villes du Sénégal ont été remportées par la coalition de l'opposition. Et quand on n'a pas perdu les élections. Ils étaient à égalité. Ils ont perdu les élections. Le pouvoir n'a pas perdu les élections. À Dakar, à Saint-Louis, les deux partis étaient à égalité. Et donc je pense que quand on est dans une telle situation, il était plus sage de se décider plus tôt, de sorte à avoir du temps pour préparer. Parce qu'un candidat à l'élection présidentielle, ce n'est pas un candidat à l'élection de chef de classe. On ne le prépare pas en 2 semaines, en 5 mois. Parce qu'il faut déjà le faire accepter à l'intérieur de la coalition. Et puis après cette étape, le faire adopter par l'ensemble de la population, le corps électoral dakarois, au-delà de Dakar, de tout le Sénégal. Et quand vous avez déjà eu l'antécédent d'avoir perdu les élections de mi-mandat, je pense qu'il aurait été plus sage. Le pouvoir n'a pas perdu les élections. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Ils n'ont pas perdu. Aujourd'hui, ils sont en mauvaise posture. Ils misent sur Amadouba, qui est Premier ministre et originaire de Dakar, en partant du principe que, étant donné qu'il a déjà une bonne base sociologique, eh bon, ça sera déjà un point d'appui, mais pour le moment, rien n'est décidé. D'accord. Alors, messieurs, on va regarder la situation au Sénégal. C'est ce qui est peut-être plus simple à faire maintenant. Et on en reparle évidemment dès que possible. Je remercie Lansini Bakayoko, Valentin Bourguen, Dr Bangali, Bledson Mathieu. Merci à vous de nous avoir suivi cette émission réalisée par Arlène Poka. Merci à toutes les équipes techniques autour. Tout de suite, le journal de 20h avec Marie-Laure Ngoran. À dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.